Bienvenue à tous. Alors, je vais essayer d'avoir un peu d'espace. Ouais, super. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet un peu à la mode, on va dire. On va parler de GitOps. Je vais commencer par me présenter. Moi, je m'appelle Romain, je travaille chez depuis un peu plus d'un an. Je travaille surtout autour des sujets Kubernetes, cloud. Aujourd'hui, je suis en mission chez Thales Digital. On va en parler aujourd'hui. Le sujet aujourd'hui, c'est GitOps. GitOps, c'est un sujet très à la mode. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, beaucoup de choses qui sont comprises, mal comprises, peu comprises. C'est un sujet assez vaste et assez un peu particulier. On va en parler aujourd'hui avec un prisme un peu différent, enfin un peu particulier. C'est celui chez Thales Digital, où je suis depuis un peu plus d'un an, où on va voir comment est-ce que GitOps a pu nous accompagner, a pu nous aider à réaliser à réaliser certains challenges, enfin à accomplir certains challenges. C'est encore en cours, hein, c'est un projet qui est assez récent pour nous. Mais en fait, on avait déjà un modèle qui fonctionnait bien et on va voir que ça a pu nous accompagner au fur et à mesure et que ça a pu nous aider, en fait, ça peut accélérer les choses. On va commencer par parler de GitOps pour tous avoir un peu la même compréhension. GitOps, qu'est-ce que c'est? GitOps, c'est un mot qui a été évoqué dans un papier de Waveworks, qui a donc inventé ce mot-là, qui en fait, ils ont fait un papier il y a 3 ans pour dire voilà, nous, voilà comment on fonctionne. Voilà comment on fonctionne. On déploie absolument tout, nos plateformes, nos infrastructures, nos applications, nos configurations, absolument tout avec Git. Avec Git en partant de Git. Notre référence, c'est Git comme seule source de vérité. Quand on lit ça, on se dit, ok, c'est génial, c'est super, mais en fait, on le fait déjà en fait. On peut se dire que oui, en fait, tous, nous, en tant que Ops, DevOps, Dev ou autres, en effet, on a tous une référentielle sur Git. On a tous des références sur Git. On a tous un code qui va donner des instructions et déployer des infrastructures. On va déployer des infrastructures avec Terraform, avec Pulumi, avec Ansible pour configurer ces infrastructures-là. Et après, on a tous dans nos environnements plus ou moins hétérogènes et plus ou moins concret, on va dire. On déploie tous des applications et des configurations avec des pipelines, que ce soit des pipelines centralisés, que ce soit des pipelines par application, par BU, par projet. On peut tous se dire, ok, on fait déjà du GitOps. Donc c'est là où la première incompréhension peut venir, c'est de dire, ok, nous aussi on fait du Git, nous aussi on applique directement ce qu'on a sur le Git à gauche à nos applications à droite. Et en fait, dans leur définition et dans la définition qui a évolué, ils ont fait évoluer ce papier. Ils ont dit, OK, mais en fait, ce qui se passe, c'est que ça fonctionne en pool. C'est-à-dire que c'est la plateforme elle-même qui va tirer les modifications. Donc, chaque modification, chaque chose qui va venir dans Git, que ça soit un commit, une pull request, en tout cas, chaque modification du code dans Git va amener une action. Moi, j'ai entendu ça, on m'a dit ça, j'ai dit OK, ben, on le faisait déjà avec Puppet. Avec Puppet, bon, c'est un peu pour des gens qui fonctionnent encore avec Puppet, mais avec Puppet, avec les produits associés, on peut très bien dire Puppet, tu vas t'abonner à un repository Git et tu vas appliquer exactement ce qui est fait. En fait, ce qui change, là où ils vont s'en aller un peu plus loin, c'est que tout le code doit être déclaratif et doit décrire l'état désiré. Pour ceux qui travaillent déjà avec Terraform, l'état désiré, ça peut parler à tout le monde. C'est dire que notre état à gauche, donc il est déclaratif, c'est un fichier qui déclare les ressources. On retrouve notre état à droite une fois qu'il est déployé. Et ça change tout en fait. Ce qui change tout, c'est qu'en fait, on combine et comment dire, on va assembler ce qu'on fait déjà avec l'infrastructure as code, allez, on va dire dans Terraform, mais il faut harmoniser ça et on va rationaliser. C'est-à-dire que tout ce qui est à gauche, une application, comment on décrit l'état d'une application. Alors, avec des plateformes comme Kubernetes, c'est beaucoup plus simple. La pipeline de base de GitOps, telle qu'elle a été décrite au départ, c'est celle-ci. Alors, ce qui est intéressant aussi avec GitOps, c'est qu'on va de plus en plus parler d'intégration continue, de déploiement continu. On sait tous, dans nos projets, enfin, la plupart du temps, on a tendance à mélanger intégration continue et déploiement continu. Déploiement continu, on prend une application et on la déploie sur une plateforme. L'intégration continue, on prépare et on construit cette application-là. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va réellement décorréler ces deux parties-là. Sur notre branche du haut, sur la partie haute de ce que je montre, on a une pipeline qui est assez classique qu'on a tous quand on fait de la containerisation. C'est-à-dire qu'on a un code source qui change, on a un webhook, peu importe, quelque chose, une action qui fait qu'on construit le container, on la push vers une registry. Ce qui va changer avec GitOps, c'est étant donné que tout ce qu'on fait, c'est une action Git au départ qui doit s'appliquer sur la plateforme, sur la destination, c'est que en fait, créer une image dans la registry, enfin changer d'image dans une registry, c'est
non pas déclencher un déploiement, mais c'est déclencher un commit sur un autre repository, qui va être le repository du déploiement continu. Et le deuxième changement, pour fonctionner réellement en mode pool, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des pipelines qui prennent un changement, on prend la nouvelle version de l'image, une nouvelle configuration, on lance la pipeline, on a un client, on déploie un artefact dans Java ou peu importe. Là, ce qui est différent, c'est qu'on a un opérateur. L'opérateur GitOps, c'est un peu le composant central. C'est-à-dire que j'entends beaucoup parler autour de moi. Nous, on est déjà en GitOps, on a déjà une pipeline GitLab qui va prendre l'état à gauche et le répliquer à droite. En fait, c'est en partie vrai, mais c'est pas totalement vrai. C'est-à-dire que la réconciliation, ce qu'on voit, le bloc en bas à droite, c'est ce qui va réellement dire qu'on est GitOps. Et en fait, c'est tout le défi, c'est tout le challenge, hein, dans ce fonctionnement-là, dans cette stratégie-là. En fait, la grande différence, et les utilisateurs de Terraform le connaissent bien, c'est de dire, est-ce que je suis intègre sur mon plan? Est-ce que je suis intègre? C'est-à-dire, est-ce que je conserve l'intégrité entre ce que j'ai dans mon code et ce que j'ai appliqué? Et en fait, l'opérateur, ça va être son rôle. Le rôle de la réconciliation, c'est exactement ça. C'est de dire, OK, j'ai un état et j'applique un état. Alors lui, comment est-ce qu'il fonctionne? Dans un monde idéal, attention, ce que je présente pour l'instant, c'est un monde idéal. On va voir le cas d'usage après, je vais revenir après sur le cas d'usage. Mais aujourd'hui, ce qu'on prend les infrastructures, on a les infrastructures, les applications de configuration. L'opérateur, il va pool, enfin, il va fonctionner en mode pool, donc il va prendre du déclaratif qui décrit un état d'une application. Un peu philosophiquement, ce qu'on attend d'une application, c'est qu'elle soit déployée et qu'elle fonctionne. Dans ces cas-là, qu'elle soit déployée, ça veut dire qu'on a des triggers qui ont déployé cette application-là, et qu'elle fonctionne, ça veut dire qu'on a des tests qui garantissent que cette application fonctionne là. Alors, tout ce que je dis là, en fait, c'est vrai, même avant GitOps. C'est-à-dire qu'on a déployé une application, on a agi de l'extérieur, on a déployé une application, on fait des tests sur un endpoint de cette application-là, mais ça va un peu plus loin avec GitOps, surtout les opérateurs GitOps. En fait, l'opérateur GitOps, il va avoir l'avantage d'être déployé sur la plateforme cible. Donc l'opérateur GitOps est déployé sur la plateforme cible, prend les modifications de son référentiel, je vais appeler ça référentiel, et va prendre les modifications et les appliquer. Euh, et en fait, il va appliquer ces modifications-là. Ah, apparemment, il y a des problèmes de réseau. Alors, moi, j'ai pas de problème particulier. J'ai pas de. Non, j'ai un bon network pour le coup. Est-ce que vous m'entendez tous? Est-ce que. Oui, on t'entend, mais par moments, ça fait effectivement, de la Ça coupe compression et de bien la par réaccélération, intermittence, ouais. voilà. Ouais, Ok, désolé, mais ça va. Ok, super. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire plus simple. Je vais couper ma caméra. Je pense que ça sera mieux. Ouais. Est-ce que Ouais, vous nickel, m'entendez mieux? Est-ce que vous pensez... Ouais, c'est mieux? Ok, parfait. super. Allez, vas-y. Bon. Bon, je reprends et je réaccélère, comme ça que ceux qui font accélère. En fait, le rôle de l'opérateur, ça va être d'appliquer cette philosophie-là. C'est de dire, on va prendre les modifications, on va s'assurer via une réconciliation, c'est-à-dire qu'on réconcilie le code avec l'état de ma plateforme cible. Et lui, ce qu'il va faire dans ces... Alors, Kubernetes, pour ceux qui connaissent Kubernetes, est vraiment fait pour ça. Enfin, pour le coup, GitHub, ça a été réfléchi autour de Kubernetes au départ. C'est de dire, je vais prendre l'état de mes applications. Alors, Kubernetes expose l'état d'une application telle qu'on l'a déployée. Et en plus, Kubernetes fonctionne en pur déclaratif. On déclare toutes nos ressources, toutes nos applications, tout ce qui est lié, tout ce qui est sous-jacent aux applications, on le déclare. Donc là, pour le coup, on est réellement dans une homogénéité à ce niveau-là. On déploie une application. Ça, on le fait déjà. Ce que fait GitOps Operator en plus, c'est qu'il va gérer des dépendances entre ces applications-là. Il va pouvoir gérer des tests pour déterminer si l'application est réellement up. Et il va pouvoir gérer tout le cycle de vie. C'est-à-dire que, je prends un cas très simple, une image qui n'existe pas. Si on le fait aujourd'hui avec une pipeline, on va déployer la nouvelle application avec une image qui n'existe pas. On va se rendre compte par une erreur de pipeline qu'elle ne fonctionne pas. Et donc, on va revenir en arrière via une autre pipeline. Là, pour le coup, l'opérateur GitOps, c'est ce qu'il fait. Et pour ceux qui ont suivi un peu, et on notifie l'utilisateur, mais la partie de notification de l'utilisateur est très importante, parce qu'en fait, si on perd la cohérence entre le code et la destination, bah, qu'est-ce qu'on fait?
En fait, c'est là toute la problématique, et c'est ce que décrit d'ailleurs Waveworks dans leur papier, dans les 3/4 du papier, c'est dire comment est-ce qu'on compare réellement ce qui est réellement déployé. Une application qui n'est pas déployée, ça arrive, qui ne fonctionne pas, ça arrive. Donc la logique voudrait que le GitOps opérateur fasse un rollback ou fasse un revert, un git revert, étant donné que tout ce qui est dans Git doit être répliqué, doit être l'état à gauche doit être l'état à droite. En fait, l'opérateur GitOps devrait pouvoir revert dans le code Git. Alors par défaut, on le fait, enfin par défaut. C'est ce qui est conseillé de faire dans la philosophie, mais c'est pas toujours possible. Je vais avancer. Alors ici, tu écris la réconciliation dans son état le plus simple. C'est-à-dire qu'on a un état désiré, qui est celui qui est dans Git. On a l'état du cluster, et en fait, on compare, on observe l'état du cluster tel qu'il est, enfin, l'état du cluster, c'est l'état du cluster, ici c'est décrit comme un cluster, mais l'état de nos applications, et on prend les actions pour rattraper cet état. C'est exactement écrit. Le use case, Thales Digital Factory. Chez Thales, on propose une offre de service autour du cube qui est plutôt intéressante, qui est en fait managé avec des services associés, donc un ensemble de services, ce sont des applications pour la plupart, et des services associés pour l'observabilité, le support. Voilà, il y a tout un support, c'est une offre globale autour du pas que des Kubernetes, avec comment dire, une scalabilité assez importante, c'est-à-dire quoi, 15-20 clusters, aujourd'hui on commence à monter à 80, 120. C'est là où le GitOps nous est venu. On prend notre fonctionnement de départ, qui était déjà un très bon fonctionnement, et je pense que c'est un fonctionnement que beaucoup de monde, enfin ici, ceux qui sont SRE, DevOps, Ops, Dev, connaissent, ou même chefs de projet, c'est que on fonctionnait on décrivait déjà notre entreprise et nos configurations dans Terraform, et le fonctionnement classique, mais plutôt bien fait. C'est quelque chose qui fonctionne et qui fonctionnait, enfin qui fonctionne et qui fonctionne toujours. C'est de faire une branche, de faire une release, on définit une release et on garde notre cycle de vie comme ça, on définit son release en appliquant le code Terraform qui lui va faire une différence et va l'appliquer cluster par cluster. Donc c'est assez long parce qu'en fait, bon, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais Terraform lui il compare deux états complets, il compare l'infrastructure, les applications, les configurations, il compare les deux, il applique la différence. Ce qu'on a vu ici, c'est qu'on était presque GitOps, mais ce qu'on a vu aussi, c'est que Terraform nous apportait absolument rien sur les applications et les configurations. Une application sur Kubernetes, c'est en grande partie du code YAML pur et parfois des releases. Terraform n'apporte absolument rien, à part le fait d'ajouter des variables ou autres, il n'apporte pas grand-chose. Donc là, on s'est dit, pourquoi pas aller vers GitOps. Pourquoi pas aller vers GitOps? On avait quelques prérequis qui étaient ceux de Thales et qui sont les nôtres, et qu'on a même nous-mêmes décidé, c'est de rester robuste, de rester en mode KISS, simple et stupide, et c'est super important, surtout quand on veut gagner en scalabilité, en vélocité, et surtout ne pas casser la production, tout en gardant une vélocité importante. Le fait d'observer absolument tout ce qu'on fait, parce que c'est vrai, et c'est un point très important, c'est qu'en GitOps, on a une petite difficulté, c'est que, OK, le cluster applique ses modifications lui-même, très bien, mais une pipeline, c'est un statut. Mais est-ce que l'opérateur GitOps dit, OK, j'ai déployé, est-ce qu'il sait le faire? À part notifier par mail, notifier par Teams, on n'a pas de dashboard complet. Alors ça, c'est quelque chose qu'on produit, c'est pas trop le sujet. On pourrait prendre une heure de plus pour montrer comment est-ce que nous, on observe nos déploiements sur 200, 300 clusters. Mais GitOps n'a pas été bloquant pour ça. Et ce qui est important, alors les 3 derniers points sont très importants, c'est d'identifier les releases, parce qu'en effet, si à chaque fois qu'on fait un commit, on applique une modification sur un cluster de cible, on ne sait plus où on est. C'est-à-dire qu'on a un développeur qui a fait un commit quelque part et autres. Donc en fait, pour ça, il faut contrôler le changement, et on voulait conserver l'identification des releases. Pour conserver ça, on a un fonctionnement qui est un peu, je ne vais pas dire hybride, mais qui est un fonctionnement transitoire. Il est transitoire dans le fait que dans notre première ligne, on déploie toujours l'infrastructure avec du Terraform. Terraform est fait pour ça, Terraform est codé pour ça, on déploie des infrastructures sur du cloud, donc c'est fait pour ça. Très simplement, on peut considérer ça comme un bootstrap, comme je le dis. Je ne sais pas si on voit mon curseur, mais je ne pense pas. On considère ça comme un bootstrap, c'est-à-dire qu'on va prendre un Kubernetes vide et on va déployer Flux. Flux, c'est quoi? C'est un opérateur qui fait du GitOps. Il y en a aujourd'hui pas mal, mais il y en a deux très importants qui sont Argo CD et Flux. Je ne vais pas revenir sur le choix de pourquoi Flux, pourquoi Argo CD. Chacun, enfin, ils ont tous on a choisi Flux pour de multiples raisons. En fait, le but de tout ça, c'est que si demain on a 400 clusters à déployer, on va déployer 400 clusters avec le même code infrastructure,
Mais par contre, on a des configurations différentes aux applications. Donc, on va déployer 400 clusters. On va tout bootstrap, c'est-à-dire qu'on déploie juste Flux. Et Flux, on lui dit où est-ce que tu vas chercher ton information. Et c'est là où, pour nous, ça a été un énorme avantage. Plutôt que de dire on va déployer une version très lourde, on la déploie cluster par cluster et autres, là on dit ok, le cluster, on va le bootstrap et c'est lui-même qui va aller chercher sa configuration. Et cette configuration-là, pour rester comment dire, dans la stratégie GitHub, cette configuration-là, elle est dans Git. Cette configuration, elle est dans Git et il y a un répertoire par cluster. On a 1000 manières de faire. On va faire une branche par cluster, ce que je ne conseille pas. On pourrait faire des pré-releases, on pourrait faire des base stacks. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Enfin, c'est ce qu'on commence à faire chez Thales dans ce projet-là, c'est de définir une stack. C'est-à-dire que Flux, il lui dit, OK, cette stack-là, tu prends la stack qui est aujourd'hui la version 1.30, 1.40. On a défini deux repositories Git, un pour les clusters et un pour les applications. Et c'est là où on va gagner en puissance, on gagne vraiment on gagne en vélocité. C'est qu'on va dire, OK, Flux, tu vas aller chercher la configuration de ton cluster dans le nom de ton cluster sur ce repo-là. Et dans ce repo-là, qu'est-ce qu'on a? On va le voir un petit peu plus loin, mais c'est que ce cluster-là va savoir quelle version de stack d'application elle va aller chercher. Là, dans un schéma, c'est la V130, même s'il y a une petite typo, c'est pas la V130, c'est la V130. Comment ça mais comment ça se précise? Désolé, c'est peut-être pas assez. En tout cas, sur mon écran, c'est pas très gros. En fait, j'ai fait un peu la cinématique, le scénario de comment Flex fonctionne, en tout cas chez Thales, mais en tout cas comme il fonctionne dans leurs exemples aussi, il fonctionne un peu comme ça. On a fait un petit peu évoluer le modèle. Mais le modèle, c'est quoi? C'est que dans notre bootstrap, on déploie Flex, le produit, qui est un produit avec plusieurs microservices. C'est pas si important. Et lui, la première chose, on lui donne juste un fichier, un déploiement sur qui est un Git repository. Et en gros, c'est de lui dire voilà où est ta configuration. Ta configuration, elle est dans un autre repository, enfin elle est dans un repository, pardon, qui est prod, slash, c'est ce que je représente ici. Dans le bloc, alors, vous voyez pas mon curseur, mais c'est pas bien grave, on y arrive, qui est dans prod cluster XXX. Qu'est-ce qu'on a dans prod cluster XXX? On a un seul fichier qui est une customisation. La customisation, pour ceux qui ont un peu étudié le sujet, ça se base sur Customize. C'est un Customize, on peut faire les deux. Mais en fait, qu'est-ce qu'on dit? C'est un espèce de phénomène de routage, c'est-à-dire qu'on dit dans Prod Cluster I, toi, ton fichier, toi, ta référence, toi, ton déploiement applicatif, c'est dans la 1.23.0.0, qui est juste et qui est seulement à un autre répertoire. Ça nous permet de gérer du versionning. C'est pour garder ce contrôle sur le changement. On ne va pas faire des changements cluster par cluster. On ne va pas faire des changements. On va regrouper des groupes de clusters. On va le voir ça après. Mais on va surtout définir des versions fixes, stables, sur lesquelles on ne fera jamais de commit. Cette version-là, elle est frisée. On va déclarer une version, on va créer une version dans un répertoire. Et cette version, qu'est-ce qu'elle dit? C'est un fichier customisation qui va lui-même aller chercher un groupe d'applications. Ça nous permet quoi? Ça nous permet de créer des stacks applicatives. Donc ici, je mets Flex configuration external DNS ingress, mais on peut très bien imaginer, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs, je ne l'ai pas représenté, mais on va représenter une stack infra pure, on va représenter une stack observabilité, où là, on va faire un petit peu, on va dire, du Helm as a service, on va dire, je sais pas, on peut même aller très loin, enfin, on peut aller très loin, faire du catalogue de services comme ça. On va dire, tu vas t'abonner à l'observabilité V2, tu vas t'abonner à faire du network V3, tu vas t'abonner à la gestion utilisateur V4. Et ça, cluster par cluster. Alors, ça peut être compliqué dans son cluster de gérer une matrice de version. C'est pour ça qu'ici, je la représente après. Ici, on va plutôt faire des choses, on va gérer ça plus intelligemment. C'est pour ça que j'ai parlé une petite notion, mais de dire on va gérer ça par groupe de clusters, par tenant. C'est-à-dire qu'on gère une configuration et chaque configuration qui diffère sur un cluster, elle est dans le répertoire du cluster. On respecte GitOps parce qu'on respecte le fait que dans un repository Git, on a absolument toutes nos informations. Même si toutes nos informations sont des liens vers d'autres repositories, ça permet de gérer du versionning plutôt correct, plutôt intelligent. Plutôt intelligent, où on gère des packages d'applications dans des repos. Je fais juste une petite synthèse du comment est-ce qu'on a transformé le modèle, dire comment créer un cluster, parce qu'en fait, c'était un peu la problématique. On commençait à gagner en vélocité chez Thales. On commençait à créer des clusters à la volée, à mettre à jour des clusters sur des versions applicatives, et ça commençait à devenir un peu lent, enfin, on perdait en souplesse. Et là, on peut seulement dire, enfin, j'ai résumé ça, c'est que la création d'un cluster, c'est créer juste les ressources cloud. Bon, là, ça se fait avec Terraform, c'est très rapide.
on bootstrap et on crée le répertoire qui correspond à la version. Un update, c'est une pull request sur le cluster du client, sur le cluster qui est voulu par le client ou sur le cluster avec tel besoin, qui utilise la version 1.21 de notre release applicative. Un rollback, c'est un git revert, une version très simple. Et une application, c'est une ressource flex, parce qu'on regroupe des applications. Pour ceux qui ont travaillé avec Argo CD, eux, ils ont fonctionné avec les apps for apps, mais nous, on le fait de nous-mêmes, en fait, en disant ça va dans tel repo sur telle branche. Et tout ça est réconcilié, c'est là où c'est super important. Je fais un petit écart, il nous reste 7 minutes. Je fais un petit écart sur la sécurité, sur un bénéfice qui est venu à nous quand on a déployé ça et quand on a réfléchi à cette infrastructure-là, cette réflexion-là. Il y a un point super important et qui est tout bête, hein, mais qui est super important, c'est le fait que nos clients et nous-mêmes, d'ailleurs, on ne se connecte plus au cluster pour déployer les applications. On n'a pas de connexion directe vers le cluster en mode admin. On sait que l'API de Cube, c'est sécure, mais c'est quelque chose qui est complexe à sécuriser, qui peut être dangereux. Là, on pourrait très bien se dire, OK, on est full GitOps, on ferme l'accès à l'API, il fonctionne tout seul, il va chercher ses infos sur Git. Les devs, les DevOps, les admins, ils n'ont même plus à se connecter. On a seulement, et c'est là où ça peut être un autre sujet, on a dégagé la responsabilité plutôt que de gérer ça dans Airback, dans Kubernetes, on le gère maintenant dans les droits Git. Ça se fait avec GitLab, ça se fait avec GitHub, ça se fait avec des groupes, ça se fait avec des on a déporté les responsabilités, la gestion des responsabilités dans Git lui-même. Ce qui est intéressant, et c'est ce qu'on ne fait pas encore, mais c'est une next step, c'est qu'on peut dire que de notre fameuse réconciliation, qui est dire, OK, tu prends l'état A et l'état attendu, c'est l'état B, dans ces phénomènes, dans ces mécanismes de réconciliation, on peut très bien dire, tu vas mettre des policies, et on va dire, chaque tel client, tel cluster a le droit de déployer tel type d'application avec tel label ou autre. Donc les admissions et tout ce qui est policies, enfin les utilisateurs, les admins de Kubernetes connaissent ça bien, mais c'est quelque chose que je vais représenter là qui est assez simple. Parce que nous, on le fait pour administrer notre cluster, c'est-à-dire déployer des applications d'administration ou d'observabilité, autres applications qui sont propres au cluster, mais on peut très bien, et c'est d'ailleurs le but de GitOps au départ et le but de Flux, et d'ailleurs Flux, tous les tutos et autres, ils sont faits pour dire, OK, je veux déployer une application sur un cluster, je déclare mon application, elle se déplace sur le cluster. Nous, on déclare des groupes d'applications sur 200 clusters. Mais on peut très bien dire, ouvrir au client, on s'il y a une question, j'ai pas entendu, mais c'est pas grave. Mais on peut très bien dire un client, un utilisateur, toi aussi tu peux déclarer ton repository, toi aussi tu peux dire tes informations, le cluster, tu vas les chercher là. Et il va déployer ses applications dans son gré Git. Ce qui est intéressant dans le modèle de responsabilité qui est là, et on peut adopter un modèle RACI, un modèle RACI un peu plus intéressant, c'est dire le client A, il peut déployer tel type d'application parce qu'il va juste faire un commit dans son repository. Le DevOps lui-même va définir les droits et ainsi de suite. Et les admins vont définir les policies plus globales. C'est ce que je définis là. On peut le faire avec des outils comme Kyverno et autres. Enfin, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais on peut définir dans le bootstrap du cluster, c'est-à-dire dans l'installation de notre cluster au départ, des policies, se dire, OK, tu peux déployer tel utilisateur ou telle personne peut déployer ça. Et il le fait à la réconciliation. Il ne le fait pas à l'admission, il ne le fait pas dans une espèce de droit. On ne gère pas des droits à l'extérieur avec des outils externes. On, on dit juste, va chercher tes informations sur Git, mais tu n'as le droit d'appliquer que ça. Tout ça sans se connecter, ce qui est plutôt intéressant. Je vais accélérer un petit peu. Qu'est-ce que nous a apporté GitOps? C'est une consistance à travers les clusters, c'est-à-dire qu'on définit des versions, elles sont toutes dans Git, elles sont tous à un seul endroit. On gère des versions, on gère des tags, on gère des releases, et ça, on gère un release uniformément à un seul point. On gagne en vélocité sur la création de clusters. J'ai parlé les configurations unifiées, mais c'est exactement ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est vrai que c'est Weaveworks qui le décrit, et j'avais pas vu ce point. C'est qu'en fait, Git, tout le monde sait l'utiliser. À peu près tout le monde sait l'utiliser. C'est un outil assez simple à utiliser. En fait, le fait de dire je déploie une application juste dans un commit, on n'a pas d'outillage externe, on n'a pas de Helm, on n'a pas de version de kubectl à gérer, on n'a pas de version de client, d'interconnexion, de gestion de réseau. Enfin, j'en passe, mais il y a beaucoup de choses qui font que, OK, Git, c'est un super outil, pourquoi pas l'utiliser pour tout faire. On gagne en reliabilité et en visibilité pour le contrôle de version. C'est vrai, c'était déjà vrai avant, mais là, on le fait uniformément et c'est plutôt intéressant. Et surtout que c'est des outils que les devs connaissent déjà. Le versionning, les stratégies sur Git, les branching stratégies,
tout ce qui est Gitflow et autres. C'est des choses qui sont aujourd'hui maîtrisées et connues, donc c'est plutôt intéressant de pouvoir utiliser Git pour le faire. Et on a une consistance entre toutes les stratégies. On fait déjà de l'infrastructure as code, pourquoi pas faire de la définition d'applications ou de groupes d'applications ou de release as code. Même si on le faisait déjà avec d'autres outils, aujourd'hui, ça permet d'avoir une méthode un peu uniforme pour faire tout ça. Qu'est-ce qui pourra se faire plus tard? C'est là où ça peut être intéressant, c'est que, ok, comme on l'a vu tout à l'heure, on est dans une phase transitoire où on déploie les infrastructures avec du Terraform. Ce qui serait intéressant, c'est de faire du GitOps pour absolument tout. C'est-à-dire qu'on déploie un code quelque part, Azure va chercher mon code, et Azure déploie ce que je lui ai demandé. Azure va le faire, Azure avec Arc et Google avec Anthos et ainsi de suite. La sécurité, c'est un autre sujet, parce qu'on a déporté notre sécurité dans Git, et celui qui a accès à Git a accès à tout, et peut déployer n'importe quoi. Et l'admission, c'est vrai que ça fait une méthode c'est vrai que ça peut être un peu plus, ça peut être déroutant. De toute façon, la démo, c'est un guide commit, un déploiement d'application. Je préfère qu'on passe plus aux questions-réponses. Il reste peu de temps. Est-ce que ça a été clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions particulières? Est-ce qu'on peut revenir sur un point? Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur un point? Pas de questions. Personne. Ah, il y a une question là. Grosse question, le log et le monitoring. Ouais. Une grosse question, le log et le monitoring, tout ça. Alors, c'est en grande partie pour ça que le choix de Flux a été fait, pour ma part. C'est que les composants Flux, ce sont des microservices, vont exposer des métriques. Et vont exposer dans ces métriques-là des réconciliations. C'est très simple. Aujourd'hui, on gère 200 clusters et on a un dashboard qui unifie toutes les métriques de tous les clusters. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on récupère les métriques de toutes les instances Flux. Et à partir de là, on a un dashboard d'intégrité de tout le déploiement Flux. La fameuse réconciliation, c'est un statut. Est-ce que mon application est réconciliée? Est-ce qu'elle n'est pas réconciliée? Oui, non. Elle n'est pas réconciliée, c'est une alerte, elle est réconciliée, c'est un statut normal. On s'appuie sur les métriques pour ça. Sur les logs, c'est vrai qu'on l'aurait vu dans la démo, je peux vous faire. Est-ce que j'ai le temps pour une démo? Est-ce que je vais me faire arrêter par la gendarmerie si je fais une démo très rapide? Moi, je vais faire une démo très rapide. Alors, il y a une question assez intéressante sur les secrets. Ouais. Alors, c'est un sujet complètement à part entière. Ça va être plus intéressant que de faire une démo. Pardon, j'ai perdu mon. Même si les démos, c'est toujours intéressant. Ok, ça arrive plus à basculer. Ok, c'est bon. La gestion des secrets. Alors, il y a deux grandes méthodes. Vous vous doutez bien que chez Thales, c'est une réflexion qu'on se fait. Le but, c'est d'avoir les secrets, il y a deux manières de le gérer. Soit on le gère comme on le fait aujourd'hui, c'est-à-dire, étant donné que c'est déjà dans Git et que les secrets, on ne va pas les pousser en clair dans Git, on le sait tous, un outil comme Flux, et d'ailleurs ça fait aussi partie du choix de Flux, ce Flux fait aussi du SOPS, c'est-à-dire qu'il fait de la décryption. On commit le code en SOPS, on peut tout committer en SOPS, et on donne à Flux, à l'opérateur Flux, une décryption qui peut être sur Azure, sur n'importe quel provider de clé, et lui va décrypter à la volée au déploiement. C'est aujourd'hui la méthode la plus simple. On a une méthode chez Thales aujourd'hui qui est assez intéressante. Alors, je ne sais pas comment pouvoir vous représenter ça, parce que ça aurait pu vraiment être un sujet à part entière. Hein. On n'avait qu'une demi-heure, mais c'est un autre sujet. C'est une question qu'on s'est posée. C'est comment est-ce qu'on gère les configurations unitaires de chaque cluster et comment est-ce qu'on gère les secrets de chaque cluster? Si tout est dans Git et qu'on a la maîtrise sur rien, à quel moment est-ce qu'on fonctionne? Alors en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a dans notre bootstrap Terraform, on met les configurations unitaires des clusters et les secrets. Je vais essayer d'avancer. Pourquoi je suis à la diapositive? Ah, ok. Je suis nul en PowerPoint. Je suis pas trop mal en cube et en GitHub, mais PowerPoint, c'est pas mon point fort. Surtout quand ça avance pas. On va dire que en fait, c'est le principal c'est quand que même. notre bootstrap. On envoie la configuration du cluster. Je vais juste essayer de trouver la représentation, ça peut être cool. Allez, mon gros. Je suis désolé, mais slide par slide, c'est pas.
On y arrive. C'est peut-être moi qui ai plus mal, je sais pas. Ok. Ici, dans notre configuration unitaire, ce qui est intéressant, c'est que Flux, là, on a la possibilité de dire la configuration de ton application observability, de ton déploiement 1, qui est une application qui est identifiée comme une release, chez ton secret où tu vas aller chercher ta configuration dans une config map ou dans un secret, pour ceux qui connaissent Cube. Et l'avantage, c'est que les secrets et les config maps, nous, on les a mis déjà dans notre bootstrap. On ne les gère pas dans le code, on les gère dans un autre code Git à part. Tout ce qui est, on ne le met pas dans le code où il y a les applications. De toute façon, les applications qui sont à gauche, là, donc, pardon, dans GitHub, ces applications, elles sont agnostiques, elles sont il n'y a aucun lien avec les applications, il n'y a aucun lien avec les infrastructures, il n'y a aucun lien avec nos versions, avec nos définitions de cluster. Le but, c'est qu'elles soient comme un module Terraform, en fait, qu'elles soient complètement réutilisables ou comme un rôle vraiment du réutilisable pur. Là, on les a packagés. Et ensuite, la configuration, on dit juste ta configuration, tu vas aller chercher dans une ressource un config map ou un secret sur Kubernetes. Utiliser un plugin Customize Argo CD qui va aller chercher des credentials dans Vault, oui, par exemple. Que très bien dire, Customize va chercher dans Vault, va chercher. Pour le coup, la problématique des secrets de GitHub avec Thales, c'est qu'on a un énorme avantage, c'est qu'on a un modèle de responsabilité qui est bien défini. Quelqu'un qui a accès à un secret dans son cluster, il avait accès hier, il aura accès demain. GitHub, l'opérateur GitHub, n'a absolument rien changé à ça. Par contre, où est-ce qu'il a accès et où est-ce qu'on l'initialise? Là est toute la question. On initialise nous au départ du cluster, aucun développeur n'y a accès, et on va lui donner accès à tel secret pour telle application. Ça, c'est super important. Mais là, encore une fois, le gros de notre déploiement ici, c'est le déploiement qui nous appartient. C'est les déploiements que nous, on a définis. Et ce que ça nous a permis, c'est de mettre à jour un composant, external DNS par exemple. Si on fait une release, ou par exemple, si on ajoute dans notre gestion network, on ajoute une IP à blacklister, on l'ajoute dans notre code, on fait un commit, il est déployé dans la seconde sur nos 200 infrastructures. Et ça ne sera jamais le cas du Terraform. Je veux dire, faire un Terraform apply sur 200 infra, c'est lent, c'est long. Et voilà, si on veut gagner en vélocité, changer la version d'un external DNS sur tous les clusters, aujourd'hui, pour nous, ça représente un commit dans GitHub Application, une release, on tag et on change les tags sur tous les clusters. Enfin, on ne change pas sur tous les clusters parce qu'on gère des groupes, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais on change un groupe et on change la version d'external DNS sur tous les clusters, enfin sur tous les groupes, sur ce groupe et tous les clusters vont réconcilier d'eux-mêmes. Est-ce qu'on a d'autres questions? C'est vrai que on pourrait. J'aurais même avoir le temps de faire une démo, c'est vrai qu'on a très peu de temps, on est beaucoup plus. Bah, au prochain Tech Day, tu fais un 100% démo. Voilà, ça peut être une idée. 100% démo, on pourra faire 100% démo. Avec un scénario, voilà. Ouais, exactement. Ça pourrait être intéressant. Pareil pour Robin. Oui, dis-moi. Robin, un petit 100% démo sur un chaos avec un truc qu'on casse, je pense que ça peut être pas mal. Sur du chaos, ça peut être encore plus cool. Et d'ailleurs, je fais le rapprochement avec Robin, mais Flux, l'énorme avantage, c'est que Flux, il connaît sa destination, enfin, il connaît son état attendu. Si demain on fait du chaos, qu'on assemble chaos et Flux, l'énorme avantage, c'est que le chaos engineering ou le chaos monkey, peu importe que Litmus ou autre, va casser les outils. Flux, lui, ce qu'il va faire, il va dire, ah, j'ai un différentiel d'état avec ce que j'attends. Donc, il va réconcilier en permanence. Il va redéployer les applications, il va redéployer le composant qui est fermé. On n'a rien à faire en avant, on n'a rien à faire en amont. Flux lui-même, son but, c'est de réconcilier, c'est de dire j'ai un état dans mes repositories Git, je veux retrouver mon état de destination. Et il fait tout pour. Du coup, j'ai une question par rapport à Flux, par rapport au différentiel de configuration. Est-ce que on peut éventuellement se dire de l'utiliser comme une sorte de détecteur? Alors, pas forcément sur du cube, oui, effectivement. Il y a quelque chose qui a été touché, et c'est quelque chose qui a touché qui n'était pas prévu, et potentiellement avoir, c'est potentiellement une faille de sécurité ou quelque chose comme ça. Un peu ce qu'ils font avec du Teradiff ou de l'Ansible Diff. Ouais.
Pour le coup, non, ils ne le font pas. Oui, c'est demandé. C'est-à-dire qu'il D'accord. le fait, mais il le fait par nature, si tu veux. Il le fait par design. C'est-à-dire qu'il le fait, il voit la différence, il cherche tout le temps à appliquer la différence. Par contre, de là à remarquer la différence et de dire j'ai une détection d'anomalie, j'ai une différence qui est faite, est-ce que je l'applique ou pas, tu vois, d'avoir une espèce de workflow qui dit je vais valider ce changement-là. Non, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il applique bêtement ce qu'on lui a demandé, enfin bêtement, il l'applique et il réconcilie. Par contre, on peut lui dire de ne pas réconcilier certaines Oui, mais choses, de après, réessayer qu'il autre. l'applique et qu'il réconcilie, c'est pas mal. Mais est-ce que par exemple le flux de réconciliation, le flux des changes, par exemple, je vais réconcilier, mais je signale que j'ai dû réconcilier tel jour, telle heure, dans un SOC ou dans un. Voilà. Il dit qu'il a réconcilié. En effet, il dit qu'il a D'accord. réconcilié. Il le dit. Il le dit. Par contre, de là à te dire tels objets ont été réconciliés, je pense pas qu'on ait ce niveau de détail. Peut-être qu'on a dans Argo, D'accord. mais j'ai pas creusé. Par contre, oui, c'est vrai que ça pourrait servir comme détection comme un terradif. Ça serait super intéressant. C'est ça. C'est un sujet à creuser en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que la Grèce, c'est beau, mais où est-ce qu'on laisse Romain retourner à son désespoir sur les plages de sable blanc? J'aurais pu. On n'a pas le temps. J'ai trop dépassé. C'est trop dépassé. Je vous remercie en tout cas. C'était chouette, c'est une question, mais je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Merci. Je Merci à vous toi. invite à suivre la prochaine le prochain live sur l'agilité à l'échelle, si je ne me trompe pas. Ça va être chouette. Moi, je vais la suivre. Je vais la suivre avec un peu de ouzo, mais je vais la suivre quand même. Mm. Merci à tous. Merci Romain. À tous. Merci. Merci Romain, bonne journée.